Par un après-midi ensoleillé à Paris, moi, Mabiala, je me promenais calmement dans le quartier de Montmartre. La chaleur du soleil réchauffait ma peau tandis que j'admirais l'architecture historique du lieu. Les rues pavées, les artistes de rue et les cafés animés créent une atmosphère vibrante et accueillante. J'ai apprécié chaque instant, me sentant reconnaissant d'être dans une ville si riche en culture et en histoire. En marchant, mon regard errait sur les façades des immeubles, chacune avec sa propre histoire. Il y avait quelque chose de presque magique à Montmartre, une énergie qui semblait circuler dans les rues et s'infiltrer dans l'âme. Je me suis arrêté un instant devant un café, où un groupe de musiciens jouait une mélodie douce et envoûtante. Je souris intérieurement, sentant la musique résonner en moi, et continuer ma promenade, immergé dans la beauté des lieux. C'est alors que, de manière inattendue, j'ai senti une main ferme sur mon épaule. Je me suis rapidement retourné et me suis retrouvé nez à nez avec 2 policiers. Leur visage était sérieux et leur regard dur. Sans aucune explication, ils ont commencé à me fouiller de manière agressive. J'ai senti une vague d'indignation et d'embarras m'envahir. Les gens autour s'arrêtaient pour regarder, curieux et inquiets. « Et, que se passe-t-il ? Pourquoi me cherches-tu » ai-je demandé, essayant de rester calme, mais ma voix trahissait l'anxiété qui montait en moi. « Restez calme » a grogné l'un des officiers en me poussant contre le mur. « Nous faisons juste notre travail. » « Votre travail ? De quel genre de travail s'agit-il ? Je n'ai rien fait de mal. » J'ai protesté, mais mes paroles ont été ignorées. Les minutes suivantes furent un flou d'humiliation et d'impuissance. Mes mains tremblaient alors qu'ils fouillaient mes poches et mon sac à dos. Les gens autour chuchotaient, certains filmaient avec leur téléphone portable, mais personne n'intervenait. Je me sentais seul, vulnérable et lésé. Après quelques minutes qui parurent une éternité, la police ne trouva rien de suspect. Pourtant, j'étais menotté. La froideur du métal sur mes poignets était un cruel rappel de mon impuissance. Mon esprit s'emballait, cherchant une explication, un moyen de se débarrasser de cette situation absurde. C'est une erreur. Vous ne pouvez pas faire ça. Je n'ai rien fait de mal. J'ai crié, ma voix pleine de désespoir et de frustration. Vous êtes en état d'arrestation. Nous avons des raisons de croire que vous êtes impliqué dans des activités suspectes, a répondu l'autre policier, la voix dénuée de toute empathie. Pour quelle raison ? C'est absurde. Je suis Mabiala, fils du chancelier Makano du Congo. Vous faites une grosse erreur. Mes paroles semblaient tomber dans l'oreille d'un sourd. J'ai été obligé de marcher dans les rues de Montmartre menotté, tandis que les gens nous regardaient avec des expressions choquées et curieuses. La honte me brûlait, mais je savais que je ne pouvais pas céder à ce sentiment. J'avais besoin de me battre, j'avais besoin de faire entendre ma voix. En arrivant au poste de police, j'ai été emmené directement dans une salle d'interrogatoire. La police a continué à me traiter avec mépris, ignorant mes demandes de justice et d'explication. J'avais l'impression d'être dans un cauchemar dont je ne pouvais pas me réveiller. Vous n'avez pas le droit de faire ça. J'exige de parler à un avocat. J'ai insisté, mais mes paroles ont été accueillies par des rires cyniques. Vous pensez pouvoir nous intimider avec votre nom de famille ? Ici, tout le monde est égal, lance un des policiers avec un sourire sarcastique. La colère bouillonnait en moi, mais je savais que je devais rester calme. Toute réaction excessive pourrait être utilisée contre moi. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de contrôler mes émotions, mais l'injustice de la situation était accablante. Après un certain temps, j'ai été jeté dans une cellule froide et sombre. Les murs de béton semblaient se refermer autour de moi et le silence était assourdissant. Assis sur le sol sale, j'ai senti une vague de désespoir m'envahir. Comment cela pourrait-il arriver ? Que ai-je fait pour mériter un tel traitement ? J'ai fermé les yeux, essayant de trouver un moment de paix au milieu du chaos. Je me suis souvenu de ma famille, de ma vie au Congo, de tout ce pourquoi mon père s'était battu pour nous offrir une vie digne et sûre. Je ne pouvais pas laisser cette injustice me vaincre. Je devais trouver un moyen de sortir de cette situation, de prouver mon innocence. Le temps semblait passer lentement dans la cellule. Chaque minute me semblait une éternité alors que j'attendais des nouvelles, des explications. Finalement, après ce qui m'a semblé des heures, un des agents est apparu et m'a dit que j'avais droit à un appel téléphonique. En serrant la main, j'ai composé le numéro de mon père. La ligne sonna plusieurs fois avant qu'il ne réponde. Sa voix, normalement calme et recueillie, était remplie d'inquiétude. « Mabiala ? Que s'est-il passé ?
Pourquoi appelez-vous du commissariat? Demanda-t-il, sa voix trahissant l'anxiété qu'il essayait de cacher. Papa, j'ai été arrêté. Ils m'ont approché sans raison, m'ont fouillé et n'ont rien trouvé. Pourtant, ils m'ont menotté et m'ont amené ici, répondis-je en essayant de rester calme, mais ma voix tremblait d'indignation. C'est inacceptable. Je vais agir immédiatement. Reste calme, mon fils. Nous allons résoudre ce problème, a-t-il déclaré, la voix désormais pleine de détermination. J'ai raccroché, ressentant une lueur d'espoir. Je savais que mon père ferait tout ce qui était en son pouvoir pour m'aider. Mais pendant que j'attendais, l'incertitude et la peur continuaient de me hanter. Je ne savais pas combien de temps il lui faudrait pour faire tourner les rouages de la justice en ma faveur. Au fil des heures, la cellule froide semblait me consumer. Le silence n'était interrompu que par des bruits de pas occasionnels dans le couloir. Je me demandais combien de temps encore j'allais devoir endurer cette situation, mais une chose était sûre, je ne laisserai pas cette injustice me briser. À ce moment-là, j'ai décidé que quoi qu'il arrive, je me battrais pour la justice. Pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui ont déjà été victimes de discrimination et d'abus de pouvoir. Le combat ne faisait que commencer et j'étais déterminé à faire entendre ma voix. Au milieu de la nuit, le bruit de pas qui approchait attira mon attention. La porte de la cellule s'est ouverte et un policier est entré, accompagné d'un homme de grande taille en costume noir. Ses yeux exprimaient un mélange de colère et d'inquiétude. « Monsieur Mabiala, je suis l'avocat envoyé par votre père, » dit-il en tendant la main pour serrer la mienne. « Je m'appelle Antoine Durand. Je suis là pour m'assurer que vos droits soient respectés et que cette situation soit réglée le plus rapidement possible. » « Merci d'être venu, » répondis-je, soulagé d'avoir enfin quelqu'un à mes côtés. Antoine se tourna vers le policier et lui demanda fermement, « Je veux voir les procès-verbaux d'arrestation et parler au policier responsable de cette absurdité. » L'officier, visiblement mal à l'aise, hocha la tête et partit. Antoine s'est assis à côté de moi et a commencé à poser des questions détaillées sur ce qui s'était passé. J'ai tout expliqué depuis le moment où j'ai été approché par la police jusqu'à ce que je sois jeté en cellule. « C'est inacceptable », a-t-il déclaré en secouant la tête. « J'utiliserai toutes les ressources légales pour te sortir d'ici. Ton père est déjà en contact avec des autorités influentes. Rassure-toi, Mabiala. » Alors qu'Antoine partait s'occuper des affaires juridiques, je me sentais un peu plus calme. Cependant, l'attente continuait et chaque minute semblait une éternité. L'environnement cellulaire reste oppressant, mais la visite de l'avocat a allumé une étincelle d'espoir. Au cours des heures suivantes, j'ai entendu davantage de voix et de pas précipités dans les couloirs. Il était clair que quelque chose se passait, mais j'étais toujours enfermé dans cette cellule, sans connaître l'issue. Finalement, la porte de la cellule s'ouvrit à nouveau et Antoine entra, accompagné d'un officier au gradé. « Monsieur Mabiala », commença Antoine, « l'officier présent ici a quelque chose à dire. » L'officier, un homme au visage sévère, m'a regardé et m'a dit, « Nous examinons votre situation. Il semble qu'il y ait eu une erreur. Vous serez bientôt libéré. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée. Vous vous êtes trompé ? Ai-je demandé avec incrédulité. J'ai été traité comme un criminel, jeté dans cette cellule sans raison. C'est plus qu'une simple erreur. Antoine a posé sa main sur mon épaule et m'a dit, « Partons d'ici d'abord. Ensuite, nous discuterons des actions que nous pouvons entreprendre contre cette injustice. » J'ai été escorté hors de la cellule et emmené dans le hall du commissariat de police, où mon père attendait. Quand je l'ai vu, j'ai couru pour le serrer dans mes bras. « Papa, je pensais que je ne repartirais plus jamais d'ici, » avouai-je, la voix brisée. « J'avais promis de le sortir d'ici, et je l'ai fait, » a-t-il déclaré avec un air déterminé. « Mais cela ne s'arrête pas là, Mabiala. Nous ne laisserons pas cette injustice passer inaperçue. » En quittant le commissariat, j'ai ressenti un mélange de soulagement et d'indignation. Le cauchemar semblait toucher à sa fin, mais la marque de cette expérience resterait gravée en moi pour toujours. Je savais qu'aux côtés de mon père et avec l'aide d'Antoine, je me battrais pour que de telles situations ne se reproduisent plus, non seulement pour moi, mais pour toute personne victime d'injustice et de discrimination. Dans les jours qui ont suivi, mon père a mobilisé son réseau de contacts et son influence pour faire pression sur les autorités afin qu'elles prennent des mesures contre les policiers qui m'avaient arrêté. Antoine a commencé à préparer un procès contre la police, l'accusant d'abus de pouvoir et de discrimination raciale. L'incident a également attiré l'attention des médias et mon histoire a rapidement été publiée dans les journaux et aux informations.
J'ai reçu des messages de soutien de partout dans le monde, ce qui a renforcé ma détermination à lutter contre cette injustice. Le soutien et la solidarité que j'ai reçus ont montré que je n'étais pas seul dans la lutte contre le racisme et les abus de pouvoir. L'expérience dans cette cellule froide et sombre m'a profondément changé. Je savais que j'avais désormais une plus grande responsabilité, utiliser ma voix et ma position pour lutter pour la justice. Et avec mon père à mes côtés et l'aide de personnes comme Antoine, j'étais déterminé à faire la différence. Il y avait encore beaucoup de chemin à parcourir, mais j'étais prêt à relever les défis. L'arrestation injustifiée a été un tournant dans ma vie, me transformant de victime en activiste pour la justice et l'égalité. Et c'était un combat que j'étais prêt à mener jusqu'au bout. La cellule froide et humide me semblait à ce moment-là le reflet de mon âme. Je m'assis dans un coin, essayant de comprendre tout ce qui s'était passé. Le silence était oppressant, interrompu seulement par le bruit occasionnel des pas des gardes dans le couloir. La porte en fer grinça et, à ma grande surprise, un autre jeune homme fut poussé à l'intérieur. Il se leva du sol, épousseta ses vêtements et regarda autour de lui jusqu'à ce que ses yeux rencontrent les miens. « Salut » dit-il d'une voix basse et fatiguée. « Je m'appelle Karim. Je pense que nous allons être compagnons de cellule pendant un moment. » Je me suis présenté et, petit à petit, nous avons commencé à parler. Karim était marocain et avait été arrêté pour des raisons aussi absurdes que les miennes. Il marchait dans la rue lorsqu'il a été approché par des policiers, qui ont affirmé qu'il avait l'air suspect. Tout comme moi, il a été menotté et jeté en cellule sans aucune explication. C'est ridicule, dis-je, sentant la colère monter à nouveau. Ils n'ont pas le droit de traiter les gens de la sorte. Karim hocha la tête, partageant mon sentiment d'indignation. Nous avons passé des heures à parler de nos vies, de nos familles et de la façon dont nous nous étions retrouvés là-bas. J'ai découvert que Karim était étudiant en ingénierie dans une université locale, un jeune homme brillant, plein de rêves et d'ambition, désormais temporairement emprisonné par un système injuste. Durant la nuit, la nouvelle de mon arrestation a commencé à se répandre. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait dehors, mais à l'aube, un gardien est venu m'appeler. « Vous avez un visiteur ?» dit-il avec un ton de voix qui cachait à peine son dédain. J'ai été conduit dans un petit parloir, où j'ai rencontré deux avocats, envoyés par mon père, le chancelier Makano du Congo. Ils avaient des expressions sérieuses et déterminées. « Mabiala, nous sommes là pour vous sortir de cette situation », a déclaré l'un des avocats. « Votre père prend toutes les mesures nécessaires. » La nouvelle de son arrestation est déjà parvenue dans les médias et suscite un vaste mouvement de protestation. L'espoir a commencé à émerger dans mon cœur. Savoir que mon père se battait pour moi et que les autres se souciaient de moi était réconfortant. Les avocats m'ont assuré qu'ils feraient tout ce qui était en leur pouvoir pour me sortir de là le plus rapidement possible. De retour en cellule, j'ai partagé la nouvelle avec Karim. Il sourit, mais ses yeux montraient un mélange de soulagement et d'inquiétude. « C'est super pour toi, Mabiala. Mais moi ? Qui va se battre pour moi ? » demanda-t-il, un ton de désespoir dans la voix. « Nous nous en sortirons ensemble, Karim, promis-je. Mon père remue ciel et terre, et nous ferons de notre mieux pour vous aider aussi. » Les jours suivants furent un véritable tourbillon. Les médias étaient en délire, couvrant mon arrestation et dénonçant les abus de pouvoir et le racisme de la police française. Des manifestations ont commencé à se former devant le commissariat de police, avec des gens réclamant justice non seulement pour moi, mais aussi pour tous ceux qui subissent des injustices similaires. « As-tu vu ça ?» dit Karim en brandissant un journal qu'un gardien avait manqué. « On parle de nous partout. Même dans notre pays. » J'ai pris le journal et lu les gros titres, ressentant un mélange d'émotions. C'était terrifiant de voir ma vie exposée ainsi, mais aussi inspirant de voir autant de personnes lutter contre l'injustice. Finalement, après des jours d'incertitude, les avocats ont réussi à obtenir une audience avec le chef de la police. C'était un spectacle aux proportions épiques, avec des caméras et des journalistes partout. Les avocats ont exigé ma libération immédiate et ont accusé la police de racisme et d'abus de pouvoir. « Cette arrestation est un affront aux droits de l'homme », a déclaré l'un des avocats, d'une voix ferme et autoritaire. « Nous exigeons la libération immédiate de Mabiala et Karim, ainsi qu'une enquête approfondie sur les officiers impliqués. » Le délégué, visiblement sous la pression de l'attention médiatique et des protestations, n'a eu d'autre choix que de céder. Quelques heures plus tard, Karim et moi étions enfin libérés. En sortant du commissariat, nous avons été accueillis par une foule de manifestants et de journalistes. Mon père était là, avec une expression de soulagement et de détermination.
Il m'a serré fort dans ses bras. « Je suis si heureux de te voir libre, mon fils, a-t-il déclaré, les larmes aux yeux. Mais notre combat ne fait que commencer. » Je savais qu'il avait raison. L'expérience que Karim et moi avons vécue ne pouvait pas être vaine. J'ai ressenti une responsabilité croissante d'utiliser mon histoire pour lutter contre le racisme et l'injustice. Ce soir-là, alors que nous dînions avec notre famille et nos amis, Karim et moi avons discuté de nos idées. « Nous devons faire quelque chose, Mabiala, a déclaré Karim. Nous ne pouvons pas laisser les autres vivre ce que nous avons vécu. » J'étais d'accord avec lui. Nous avons décidé de fonder une organisation pour soutenir les victimes de discrimination raciale et d'abus policiers. Au cours des jours suivants, nous avons travaillé sans relâche pour établir notre organisation, qui a rapidement gagné en force et en reconnaissance. Nous participons à des manifestations, des conférences et des rencontres avec les autorités, luttant toujours pour des changements significatifs dans les politiques de sécurité et de justice en France. La pression continue et le soutien populaire ont commencé à produire leurs effets, et nous avons constaté des progrès importants. Nous faisons la différence, a déclaré Karim lors d'un de nos événements. Mais il reste encore beaucoup à faire. Je savais qu'il avait raison. Chaque petite victoire n'était qu'une étape sur un long voyage. Mais avec chaque histoire que nous entendions et chaque vie que nous touchions, nous avions l'impression d'être sur la bonne voie. Cette expérience a changé ma vie pour toujours. Elle m'a appris le pouvoir de la résilience, de la solidarité et du combat pour la justice. Et surtout, cela m'a montré que même dans les situations les plus sombres, il y a toujours un chemin vers la lumière. Ainsi, avec le soutien de Karim et de tous ceux qui ont rejoint notre cause, nous avons continué notre combat, déterminés à créer un monde plus juste et plus égalitaire pour tous. La pression publique et diplomatique s'est accrue de minute en minute. C'était comme si le monde entier regardait le petit commissariat de Paris où moi, Mabiala, j'étais injustement détenu. La cellule froide et sombre semblait un peu moins oppressante à mesure que je sentais le poids de la solidarité se construire à l'extérieur. Les voix de protestation résonnaient à travers les murs de béton, apportant un mélange d'espoir et d'angoisse. L'indignation face au traitement que j'ai reçu, sans aucune justification, a semblé croître de façon exponentielle, et la nouvelle de mon arrestation injustifiée s'est répandue comme une traînée de poudre, enflammant les cœurs et les esprits tant au niveau local qu'international. Les avocats engagés par mon père n'ont ménagé aucun effort pour exiger ma libération immédiate. Ils ont accusé la police de racisme et d'abus de pouvoir, ce qui a attiré encore plus l'attention sur l'affaire. Le chef de la police, sous la pression de l'indignation populaire et de la diplomatie de mon père, le chancelier Makano du Congo, n'a eu d'autre choix que de lancer une enquête interne. Il s'agissait d'une mesure visant à calmer les esprits, mais aussi une tentative de sauver sa peau et celle de l'institution qu'il représentait. L'enquête a révélé une face sombre de la police. Les policiers qui m'ont arrêté avaient des antécédents de comportements racistes et d'abus d'autorité. Cette histoire était comme un cadavre caché dans un placard, et maintenant, exposée à la lumière du jour, elle dégageait une puanteur insupportable. La situation ne pourrait pas être plus grave. La découverte de ces antécédents a non seulement corroboré mes accusations, mais a également élargi la portée de l'indignation du public. Les gens de tous horizons ont commencé à se demander combien d'autres injustices avaient été passées sous silence. Durant cette période d'attente, Karim, mon compagnon de cellule, est devenu un ami indispensable. Nous partageons nos histoires, nos espoirs et nos peurs. Cela m'a aidé à rester sain d'esprit au milieu du chaos et de l'incertitude. Vos mots d'encouragement et votre expérience de situations similaires m'ont donné la force de continuer à me battre. Ça ne finira pas comme ça, Mabiala, dit-il avec une conviction qui semblait parfois me faire défaut. Ils ne parviendront pas à nous faire taire. Finalement, après des jours d'angoisse, j'ai été libéré de prison. Le sentiment de soulagement était palpable, mais la colère et l'indignation face à l'injustice que j'ai subie ne se sont pas dissipées si facilement. En sortant du commissariat, j'ai été accueilli par une foule de sympathisants, de journalistes et de militants rassemblés en signe de solidarité. Mon père était là, avec une expression sérieuse mais soulagée. Il m'a serré fort dans ses bras, sans avoir besoin de dire un mot. Le langage de l'amour et de l'inquiétude était universel et transcendant. « Rentrons à la maison », dit-il finalement en me guidant à travers la foule. « Nous devons parler de ce que nous ferons ensuite. » À la maison, l'ambiance était à la réflexion et à la stratégie. Mon père, fort de son expérience diplomatique et de sa sagesse acquise au fil des années, a discuté des prochaines étapes avec les avocats et les conseillers. De mon côté, j'étais absorbé par mes propres pensées. L'injustice que j'ai subie n'était pas un incident isolé,
mais faisait partie d'un problème bien plus vaste. Je devais faire quelque chose à ce sujet. Papa, dis-je, interrompant une vive dispute entre lui et l'un des avocats. Je ne peux pas laisser cela passer inaperçu. Je dois faire quelque chose. Nous devons lutter contre ce système raciste et injuste. Il m'a regardé avec un mélange de fierté et d'inquiétude. Je sais, mon fils. Et nous le ferons ensemble. Nous utiliserons toutes les ressources à notre disposition pour garantir que cette injustice ne se reproduise plus. Les jours suivants furent un tourbillon d'activités. J'ai participé à des manifestations, donné des interviews et participé à des débats publics sur le racisme et les abus policiers. Karim, qui avait également été libéré, est devenu mon allié dans ce combat. Ensemble, nous avons fondé une organisation pour soutenir les victimes de profilage racial et d'abus policiers. Notre cause a rapidement gagné en force et en reconnaissance. Faisons une différence, Mabiala, a déclaré Karim, alors que nous travaillons sans relâche pour organiser des événements et mobiliser la communauté. Nous devons nous assurer que personne d'autre ne vive ce que nous avons vécu. La pression publique a continué de croître et notre organisation est devenue un symbole de résistance et d'espoir. De plus en plus de personnes nous ont rejoints et nous avons commencé à constater des changements significatifs dans les politiques de sécurité et de justice en France. De nouvelles lois ont été proposées et le contrôle des forces de police s'est intensifié. Cependant, le combat était loin d'être terminé. Chaque petite victoire était accompagnée de nouveaux défis et obstacles. Mais la solidarité et le soutien que nous avons reçus nous ont donné la force de continuer. Le mouvement que nous avons lancé ne concernait pas seulement la justice pour nous, mais aussi pour tous ceux qui avaient subi des discriminations et des abus. Un après-midi, alors que nous examinions les dossiers d'abus policiers, un de nos avocats est entré dans la pièce avec une expression sérieuse. « Nous avons découvert quelque chose d'important », a-t-il déclaré en posant un dossier sur la table. « Les policiers qui vous ont arrêté font l'objet d'une enquête pour corruption. Cela pourrait tout changer. » La nouvelle était un mélange d'espoir et d'inquiétude. Si la corruption était prouvée, cela renforcerait non seulement notre cause, mais pourrait également conduire au licenciement et à l'emprisonnement des responsables. Cependant, nous savions que lutter contre un système corrompu ne serait pas facile. Nous devons être prudents, a déclaré mon père, toujours la voix de la raison. Cela peut être dangereux, mais c'est aussi l'occasion de révéler la vérité. Avec ces nouvelles informations, notre combat a pris une nouvelle orientation. Il ne s'agissait pas seulement de racisme et d'abus de pouvoir, mais aussi de corruption au sein des forces de police. À chaque étape, nous avons ressenti le poids de la responsabilité et l'importance de notre mission. Les journées qui ont suivi ont été intenses et riches en activités. Les réunions, manifestations, entretiens et enquêtes sont devenues notre routine. Mais à chaque nouveau défi, notre détermination ne faisait que croître. Nous sentions que nous étions sur la bonne voie et que chaque petite victoire était un pas vers un monde plus juste et plus égalitaire. Finalement, après des semaines d'enquête et de pression publique, nous avons reçu la nouvelle que nous attendions. Les policiers responsables de mon arrestation ont été formellement accusés de corruption, de racisme et d'abus de pouvoir. C'était une victoire importante, mais nous savions que le combat était loin d'être terminé. Ce n'est que le début, a déclaré Karim, alors que nous célébrions cette victoire. Nous avons beaucoup de travail à faire, mais nous sommes sur la bonne voie. Avec cette nouvelle énergie et cette détermination, nous poursuivons notre combat pour la justice et l'égalité. Chaque jour apportait de nouveaux défis, mais aussi de nouvelles opportunités de faire la différence. Et ainsi, l'histoire s'est poursuivie, avec la promesse d'un avenir plus juste et plus égalitaire pour tous. Le sentiment de liberté était à la fois doux et amer. Moi, Mabiala, j'avais été libéré de prison, mais les cicatrices émotionnelles et le désir ardent de justice restaient. Revenir dans les rues de Paris après des jours de confinement, c'était comme respirer un air nouveau, plus lourd, mais aussi plus chargé de sens. Déterminé à transformer ma douleur en force motrice, j'ai décidé que je devais lutter contre le racisme et l'injustice auxquels je faisais face. La première chose que j'ai faite a été de chercher Karim. Il avait également été libéré et lorsque je l'ai retrouvé, ses yeux brillaient de la même détermination que moi. « Mabiala !» s'est exclamé Karim en me voyant. Son sourire était un mélange de soulagement et de défi. « Nous devons faire quelque chose. Nous ne pouvons pas laisser ce qui nous est arrivé se reproduire. » J'ai hoché la tête. Nous avons trouvé un café tranquille dans un coin moins fréquenté de Montmartre et avons commencé à planifier. Nos idées ont afflué rapidement, alimentées par l'indignation et le désir de changement.
nous avons décidé de fonder une organisation pour soutenir les victimes de discrimination raciale et d'abus policiers. Karim a suggéré le nom « Voix de la justice » et je l'ai immédiatement accepté, pensant que c'était le titre parfait pour notre mission. Avec l'aide d'avocats, de militants et d'amis, nous avons commencé à structurer notre organisation. Il n'a pas fallu longtemps pour que notre cause gagne en force et en reconnaissance. Nous organisons des manifestations et des conférences, attirant l'attention des médias et des personnalités influentes. Chaque événement a été l'occasion de partager des histoires, de dénoncer les injustices et d'exiger des changements concrets dans les politiques de sécurité et de justice. Je me souviens d'une des premières manifestations auxquelles j'ai participé après ma libération. Le soleil était au rendez-vous et des centaines de personnes se sont rassemblées place de la République. Je suis monté sur scène improvisée, un micro à la main et le cœur battant. J'ai regardé la foule et j'ai vu des visages de toutes couleurs, âge et origine. La diversité là-bas m'a donné de la force. Aujourd'hui, nous sommes ici pour dire que ça suffit. J'ai crié et ma voix a résonné sur toute la place. Plus de racisme, plus d'abus de pouvoir, plus d'injustice. La foule a répondu par des applaudissements et des cris de soutien. J'ai continué en racontant mon histoire, en parlant de l'humiliation que j'ai ressentie lorsque j'ai été fouillé, menotté et jeté dans une cellule froide sans raison. J'ai parlé de Karim et de tant d'autres qui ont vécu des situations similaires. Chaque mot était un coup porté contre le système oppressif. Karim, à côté de moi, a également partagé son histoire. Il a parlé de ses espoirs et de ses craintes, de l'urgence d'un changement. Lorsque nous avons terminé, l'énergie sur la place était palpable. Les gens étaient unis par un objectif commun, et cela m'a donné de l'espoir. Au fil du temps, notre organisation a commencé à constater des changements significatifs dans les politiques de sécurité et de justice en France. La pression continue et le soutien populaire ont porté leurs fruits. Les policiers ayant des antécédents d'abus ont commencé à faire l'objet d'enquêtes et de sanctions, tandis que des programmes de formation et de sensibilisation au racisme ont été mis en œuvre. Lors de l'une des réunions Voices of Justice, nous discutions des prochaines étapes. C'était une nuit froide et nous étions rassemblés dans un petit bureau que nous avons réussi à louer grâce aux dons reçus. Karim était assis à côté de moi, examinant une liste d'intervenants pour un événement à venir, pendant que je lisais les rapports faisant état de nouvelles victimes qui avaient sollicité notre aide. « Mabiala, nous devons faire quelque chose de grand le mois prochain, dit Karim en me regardant sérieusement. Nous avons besoin d'un événement qui attire vraiment l'attention, quelque chose qui fasse comprendre aux gens que nous sommes là pour rester. » J'ai réfléchi un instant. Avait-il raison? Il nous fallait un événement percutant. Et si on organisait une marche nationale? Je suggère. Une marche pour l'égalité et la justice, unissant toutes les villes du pays. Les yeux de Karim s'illuminèrent à cette idée. C'est parfait. Nous pouvons commencer à planifier tout de suite. Nous devons mobiliser nos contacts dans d'autres villes, obtenir le soutien d'autres organisations et nous assurer que les médias couvrent chaque étape. Et c'est ce que nous avons fait. Pendant des semaines, nous avons travaillé sans relâche, contactant nos alliés, organisant la logistique et faisant connaître la marche. Lorsque le jour est enfin arrivé, la France a été témoin de l'une des plus grandes manifestations de son histoire récente. Des gens de toutes les régions du pays se sont rassemblés, marchant côte à côte, pour réclamer un avenir meilleur. La marche a été un succès retentissant. Les médias ont couvert chaque instant et la pression sur le gouvernement s'est encore accrue. Voices of Justice devenait une force puissante et j'avais l'impression que nous faisions une différence. Un de ces soirs, après une journée de travail épuisante, je me suis assis avec Karim dans un petit bar. Nous prenions un café en essayant de retrouver notre énergie. « Mabiala, as-tu déjà pensé que si nous n'avions pas traversé tout cela, nous n'aurions peut-être jamais fondé Voices of Justice ?» demanda Karim pensivement. J'ai hoché la tête, réfléchissant à ses paroles. C'est vrai, Karim. Notre douleur nous a amenés ici et nous l'avons transformée en quelque chose de positif. Mais il reste encore beaucoup à faire. Nous ne pouvons pas nous arrêter maintenant. Karim sourit en soulevant sa tasse de café. Continuez à vous battre, mon ami. À la justice et à l'égalité. J'ai levé ma tasse en réponse, ressentant un profond sentiment d'utilité. Notre travail était loin d'être terminé, mais chaque pas que nous faisions nous rapprochait d'un monde meilleur. Au fil du temps, notre organisation a continué de croître et d'avoir un impact sur la société. Nous recevions constamment des messages de soutien et de gratitude de la part de personnes qui se sentaient représentées par notre combat.
Cela nous a donné la force de continuer, même face aux défis. Un jour, j'ai reçu une lettre d'une jeune femme nommée Amélie. Elle a raconté comment elle avait été victime de racisme au travail et comment notre organisation l'avait aidée à trouver le courage de le signaler et de lutter pour ses droits. Ces paroles m'ont profondément ému et ont renforcé l'importance de notre mission. Mabiala, tu dois lire ceci, dit-il à Karim en lui montrant la lettre. Il l'a lu attentivement et, quand il a fini, il a souri. Ce sont les vraies victoires, Mabiala. Chaque personne que nous aidons, chaque injustice que nous combattons en vaut la peine. J'ai accepté, me sentant renouvelé. Notre voyage ne faisait que commencer et je savais qu'avec l'aide de Karim et de tous ceux qui croyaient en notre cause, nous continuerions à nous battre pour un monde plus juste et plus égalitaire. C'était une semaine chargée, et notre organisation se préparait pour un grand événement au centre de Paris. Ce fut pour nous un moment crucial, un symbole de résistance et un cri de justice. Karim et moi étions occupés à coordonner les derniers détails, à arranger les discours et à organiser les activités. L'énergie qui régnait dans l'air était palpable et l'enthousiasme des bénévoles contagieux. Ce matin-là, mon téléphone sonnait sans arrêt. Journalistes, supporters et amis souhaitaient confirmer leur présence et connaître les détails de l'événement. D'un appel à l'autre, je reçois un message de mon père, « J'ai un besoin urgent de te parler. » J'ai ressenti un frisson. Il se passait quelque chose de grave. J'ai essayé de le rappeler, mais il n'a pas répondu. J'ai décidé de poursuivre les préparatifs de l'événement et d'attendre qu'il me rappelle. Karim, remarquant mon malaise, demanda, « Tout va bien, Mabiala ?» Je ne sais pas, Karim. Mon père m'a dit qu'il avait besoin de me parler de toute urgence, mais je n'ai pas pu le joindre. Restons calmes. Ce n'est peut-être rien de grave, a-t-il répondu pour essayer de me rassurer. Pendant que nous réglions les derniers détails de la scène, j'ai reçu un autre appel. Cette fois, c'était mon père. Mabiala, tu es assise? A-t-il demandé d'une voix grave. Non, père. Je suis à l'événement. Ce qui s'est passé? Je viens de recevoir une nouvelle révoltante. L'un des policiers qui vous ont arrêté a été promu. C'est un outrage. L'indignation dans sa voix était évidente. J'ai ressenti un mélange de colère et de déception. Comment cela pourrait-il arriver? Après tout ce que nous avions vécu, voir récompenser l'un des responsables de mon injuste arrestation a été un coup dur. Papa, c'est inacceptable. Nous devons faire quelque chose, ai-je répondu, essayant de contrôler ma frustration. J'agis déjà, Mabiala. J'utiliserai toute mon influence diplomatique pour faire pression sur le gouvernement français afin qu'il réévalue cette décision. Nous ne pouvons pas laisser cela rester impuni. J'ai raccroché et partagé la nouvelle avec Karim et le reste de notre organisation. La réaction a été immédiate. Tout le monde était en colère et déterminé à agir. Ça ne peut pas rester comme ça, Mabiala. Nous devons faire de cet événement une étape encore plus importante. Dénonçons cette promotion et exigeons justice, a déclaré Karim avec ferveur. Nous avons convenu d'ajuster nos discours et d'inclure la plainte contre la promotion du policier. Nous voulions dénoncer la corruption et le racisme systémique qui imprégnaient encore les forces de police. L'événement a débuté par une grande marche dans les rues de Paris. Des personnes de tous âges, races et origines se sont jointes à nous, portant des pancartes et scandant justice. L'atmosphère était électrique et la solidarité entre les manifestants était inspirante. Arrivé sur le lieu de l'événement, je suis monté sur scène avec Karim à mes côtés. La foule nous a applaudi et j'ai senti une vague d'énergie positive m'envahir. Bon après-midi tout le monde. J'ai commencé, d'une voix ferme. Nous sommes ici aujourd'hui pour lutter contre le racisme et l'injustice. Notre organisation a été fondée pour soutenir les victimes de discrimination raciale et d'abus policiers. Mais aujourd'hui, nous avons reçu une nouvelle que nous ne pouvons ignorer. L'un des officiers responsables de mon arrestation a été promu. C'est un affront à la justice. La foule a réagi avec indignation. Des cris de « justice » résonnaient partout. J'ai continué, nous n'accepterons pas cela en silence. Nous exigeons une réévaluation de cette décision et la punition des responsables. Nous ne nous reposerons pas tant que justice ne sera pas rendue. Karim a ensuite pris la parole, renforçant notre message et appelant tout le monde à nous rejoindre dans la lutte pour des changements systémiques. L'événement a été un succès. Les médias ont couvert chaque instant et notre plainte a été mise en avant dans l'actualité. Le lendemain, mon père m'a rappelé. Mabiala, ton discours était puissant.
Je suis en contact avec les autorités françaises et nous ferons pression jusqu'à ce que quelque chose soit fait. Les jours suivants furent intenses. La pression publique et diplomatique s'est considérablement accrue. Les manifestations et protestations se sont répandues dans toute la France et notre organisation est devenue un symbole de résistance. Finalement, une enquête plus approfondie a été lancée. Il s'est avéré que la promotion du policier faisait partie d'un système de corruption au sein des forces de police. Plusieurs policiers ont été impliqués et la vérité a éclaté. Les responsables ont été licenciés et arrêtés. Ce fut une victoire monumentale, pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui luttent contre le racisme et l'injustice. Notre organisation a été honorée pour sa contribution à la justice sociale, et j'ai ressenti une joie indescriptible en voyant que notre résilience avait prévalu. Le jour de la cérémonie de décoration, mon père était à mes côtés, fier. En recevant la médaille, je me suis souvenu de toutes les difficultés que nous avons affrontées, des nuits dans la cellule froide et sombre, des heures d'angoisse et d'incertitude. Mais je me suis aussi souvenu de la solidarité, de la force collective et du courage de tous ceux qui nous ont rejoints. Après la cérémonie, mon père m'a serré dans ses bras et m'a dit, « Mabiala, tu es un exemple de courage et de détermination. Je suis très fier de toi. Papa, je n'y serais pas parvenu sans ton soutien et celui de tous ceux qui ont cru en notre cause. Cette victoire appartient à nous tous. » Karim, qui a également reçu une médaille, était ému. Nous nous sommes embrassés et il a dit, « Nous l'avons fait, Mabiala. Nous avons fait une différence. Et nous continuerons à le faire, Karim. Notre combat vient de commencer. » Ce jour a marqué un nouveau chapitre de notre vie. Nous ressentons la véritable victoire de la justice et de la résilience. Et plus que jamais, nous étions déterminés à poursuivre notre mission, sachant qu'ensemble, nous pourrions transformer le monde.